Et bonjour à tous, on se retrouve sur l'exercice que je vous avais proposé la dernière fois. Mais avant ça, je voulais faire un petit point. Cela fait quelques temps qu'on parle d'ions et que je vous explique que les ions sont des particules chargées qui peuvent être monoatomiques s'ils sont constitués d'un seul atome ou polyatomiques s'ils sont constitués de plusieurs atomes. Ils peuvent être chargés positivement, ils peuvent être chargés négativement. Ce sera donc soit des cations positifs, soit des anions négatifs, mais je ne vous ai pas expliqué le pourquoi du comment, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qui fait qu'un ion est un ion et pas un atome. Alors on va prendre un exemple pour comprendre. Prenons l'exemple de l'atome de sodium, Na, vous vous rappelez, on l'a étudié. Globalement un atome c'est quelque chose qui est neutre, qu'on représente souvent par la forme d'une boule, une bille, mais si on regarde en détail, vous vous en souvenez aussi. Un atome, c'est un noyau, à 11 charges positives dans le cas du sodium, donc 11 protons qui apportent chacun une charge positive. Il y a des neutrons qui n'apportent pas de charge, donc on ne va pas les prendre en compte. Et autour de ce noyau, nous avons un nuage électronique constitué de 11 charges négatives. Les 11 charges positives, si on les ajoute aux 11 charges négatives, donc sont compensées, et on a globalement un total de 0 charge. L'atome est donc électriquement neutre, puisque les 11 charges positives du noyau sont compensées par les 11 charges négatives du nuage électronique. Les atomes sont tous neutres au départ. Mais que se passe-t-il dans le cas d'un ion sodium ? Dans le cas de l'ion sodium, le noyau comporte toujours 11 charges positives. On ne peut pas arracher aussi facilement que ça un proton à un noyau, et surtout si on le fait, si on en arrache ou si on en ajoute, on va modifier le numéro atomique, ça va plus être du sodium du coup. Par contre, il est possible que le nuage électronique soit affecté et qu'un électron soit arraché. Vous voyez, on a 11 électrons, un électron est arraché, on se retrouve avec 10 charges négatives. Et là, les 11 charges positives ne sont plus complètement compensées par les 10 charges négatives. On a un excès d'une charge positive, ce qui veut dire que l'ion sodium va avoir globalement une charge positive et on va donc le noter Na+. Quand on met simplement plus, c'est que c'est une charge positive. Il lui manque donc un électron par rapport à la forme neutre de l'atome. Voilà. Et c'est ainsi que les différents atomes peuvent perdre 1, 2, 3 électrons ou gagner parfois des électrons. Par exemple, je prends le cas du chlore. Le chlore a tendance à récupérer un électron et à augmenter donc de 1 le nombre d'électrons dans son nuage électronique. Il va donc avoir un excès de charge de 1 et on va le noter Cl-. Le calcium a tendance à perdre 2 électrons. Il va donc avoir un excès de 2 charges positives. On va le noter Ca2+. C'est peut-être à l'occasion de cet exercice que je vous ai proposé que vous vous êtes rendu compte qu'on a tout un tas de combinaisons possibles entre les charges positives, négatives, monoatomiques, polyatomiques. Donc simplement à partir de la bouteille d'eau minérale ou d'eau de source, il fallait compléter ce tableau. Et dans ce que j'ai reçu, il y avait beaucoup de choses, il en manquait quelques-uns, mais c'était pas mal. Dans une bouteille d'eau minérale ou de source, vous avez des indications sur la présence, sur les quantités d'ion sodium. Alors, l'ion sodium, il est important parce que en fait, c'est le cation constituant le sel, vous vous rappelez, le sodium, le sel s'écrit NaCl. Quand vous mélangez du sel dans de l'eau, ou s'il y a naturellement du sel dans de l'eau, et ben vous allez avoir des ions sodium. Donc l'ion sodium Na+, en fait, correspond au sel. Il y a aussi du Ca2+, donc l'ion calcium, qui lui donc a perdu 2 électrons et a donc un excès de 2 charges positives. Vous avez trouvé aussi du Mg2+, l'ion magnésium, et du K+, l'ion potassium. Parmi les anions monoatomiques, il y en avait, mais pas toujours, ça dépend des bouteilles, ça dépend des inscriptions qu'il y a sur l'étiquette. Vous avez pu trouver du Cl-, entre parenthèses parce que en général il y en a très peu, et d'ailleurs moins il y en a mieux c'est, parce que ce n'est pas un ion qui est particulièrement bon pour la santé. Vous avez parfois trouvé du F-, le fluor, l'ion fluor. Les polyatomiques,
positifs, c'est-à-dire les cations qui seraient constitués de plusieurs atomes, il n'y en avait pas. Par contre, vous aviez des anions polyatomiques, c'est-à-dire des anions constitués de plusieurs atomes. Donc NO3-, ion nitrate, HCO3-, ion hydrogénocarbonate, et enfin le SO4-, l'ion sulfate. Voilà. Donc tous ces ions peuvent être rencontrés donc dans les eaux, d'ailleurs que ce soit eau de source, que ce soit eau minérale ou même l'eau du robinet, il y en a. La seule eau qui ne contiendrait aucun de ces ions, c'est l'eau pure. L'eau pure, donc vous avez l'eau pure, soit on la fabrique en retirant, soit on retire tous les ions, soit on condense de l'eau, comme par exemple l'eau de pluie, c'est de l'eau qui s'est évaporée d'un point d'eau, par exemple la mer, et en s'évaporant, l'eau n'emporte pas les ions. Donc c'est uniquement du H2O qui s'évapore. Donc les nuages ne contiennent pas d'ions. Contiennent de l'eau à l'état de gouttelette, et quand elle retombe, la pluie, c'est de l'eau quasiment pure. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas boire l'eau de pluie, parce que elle est très pauvre en ions, et donc elle a des effets négatifs sur la santé. D'ailleurs, c'est un peu pareil pour la neige, ou la glace, qui est formée à partir de la neige. Comme elle vient du ciel, elle ne contient pas d'ions, et donc si on ingère une eau sans ions, on a des effets négatifs sur la santé. Parce que le corps a besoin d'un apport d'ions dans l'eau, en fait. Enfin, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est ce que vous deviez faire. C'était pas très difficile, c'était pour se familiariser avec les différents types d'ions que l'on peut rencontrer dans les eaux. Alors vous aviez donc un exercice à faire sur les ions et le pH. Alors le pH, c'est quelque chose d'important, de très important en chimie et même un petit peu dans la vie de tous les jours, parce que c'est un indicateur de l'acidité et de la basicité d'une solution. Et l'acidité et la basicité sont des propriétés qui peuvent être dangereuses, mais qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, dans les produits qu'on est amené à manipuler, même dans la vie domestique par exemple. Pas que en chimie à proprement parler. Donc on vous demandait quel est l'ion prédominant dans une solution acide. Eh bien, ici on vous explique que donc, le pH se mesure sur une échelle qui va de 0, ici, à 14. Et 7, c'est une solution neutre. 0, c'est l'acide extrême. 14, c'est la basicité extrême. Et 7, c'est le milieu, donc neutre, qui n'est ni acide ni basique. Pour info, en fait, 7, c'est le pH moyen de l'eau qu'on va consommer, de la plupart, en fait, des liquides qu'on côtoie dans la vie de tous les jours sont, disons, situés entre 8 et 6, quoi. Donc pH de 8 à 6. Si vous observez en détail, on vous explique que les solutions acides contiennent plus d'ions H+, que OH-, c'est-à-dire que dans un liquide comme l'eau, vous avez tous les ions dont on a parlé avant dans les eaux minérales, et puis il y a 2 ions en plus qui sont l'ion H+, hydrogène, c'est-à-dire un hydrogène qui perd un électron, il va se retrouver avec une charge positive, on va l'appeler H+, et inversement, un ion hydroxyde, OH, a une charge négative en excès, et donc ils vont se côtoyer tous les deux. Ils sont toujours présents dans une solution aqueuse, et en fonction de la prédominance de l'un ou de la prédominance de l'autre, on va avoir une solution soit acide, soit basique. L'ion hydrogène est responsable de l'acidité. Plus il y a d'excès d'H+, par rapport à OH-, plus la solution est acide, et inversement, plus l'excès de OH- par rapport à H+, est important, plus la solution est basique. Et l'excès d'hydroxyde par rapport à H+, ou l'excès d'hydrogène par rapport à OH- sont responsables de ces propriétés dont on verra qu'elles sont corrosives, donc dangereuses. Voilà. Donc quand on vous demande quel est l'ion prédominant dans une solution acide, eh bien c'était l'ion H+. Par définition, si le pH d'une solution est inférieur à 7, on est dans une solution acide. Alors si c'est un pH de 6, c'est légèrement acide. Si c'est un pH de 1 ou de 0, c'est extrêmement acide. Voilà.
Et la nuance est importante, parce que vous manipulerez pas du tout de la même façon une solution de pH 6, qui est légèrement acide, et qui présente pas forcément de danger, alors que un pH 0 présente un danger extrême, donc avec beaucoup de précautions dans la manipulation. Alors dans la question suivante, on vous demandait qu'arrive-t-il au pH lorsque le pH du détartrant, lorsqu'on le dilue, sachant que le pH du détartrant au départ est de 0. Que se passe-t-il quand on le dilue, c'est-à-dire quand on va lui ajouter de l'eau? Et même chose pour le pH du déboucheur, qui a un pH donc de 14. Qu'est-ce qui va lui arriver si on le dilue? Donc le diluer, c'est lui rajouter de l'eau, c'est-à-dire faire baisser sa concentration. Donc vous aviez pour ça des mesures du pH de la solution diluée à chaque fois à partir de papier pH, hein, et il fallait faire une lecture. Donc le papier pH, c'est un indicateur coloré, hein, vous trempez le papier pH dans la solution que vous voulez tester et vous regardez la couleur qu'il prend, et en fonction de la couleur, vous avez une indication sur le pH. Je dis bien une indication parce que la lecture du papier pH est quand même approximative, disons qu'on peut se planter d'une ou deux unités pH assez facilement, et d'ailleurs je l'ai vu dans le travail que j'ai reçu, il y avait facilement des erreurs de 2 à 3 unités de pH, parce que on voit par exemple, je prends l'exemple du pH du déboucheur dilué là, il y en a qui m'ont dit il a un pH de 14. Perso, j'aurais pas mis 14. À vue de nez comme ça, même si la qualité est assez médiocre, pour moi, on est plus entre 10 et 12 que à 14. Hein, même chose pour le pH du détartrant, qui est à 0 lorsqu'il est pur. Ici, on est entre 1 et 2. Voilà, pour moi. D'accord ? Donc, c'est intéressant, ce papier pH, parce que ça nous donne une indication, mais c'est pas un outil extrêmement précis. Voilà. Donc une dilution du détartrant produit une solution dont le pH est remonté autour de 1 à 2. Et donc comme on le disait, la dilution du déboucheur à pH 14 produit une solution dont le pH est redescendu à une valeur autour de 10. Donc dans la question 3, vous deviez en déduire comment varient les proportions entre les ions H+, et OH-, du fait de cette dilution. Donc j'ai indiqué ici, voilà, vous avez le pH de la solution pure ici de détartrant. Lorsqu'elle est diluée, son pH remonte vers 2, et du coup, concernant la proportion entre les ions H+, et OH-, on voit que il y a toujours plus d'ions H+ que OH-, seulement la dilution provoque une réduction de l'excès d'ions H+, par rapport aux ions H-. Donc, l'ion H+ domine toujours, puisqu'on est toujours dans une solution acide, mais il est moins prédominant que dans la solution pure. Et pour la base, c'est-à-dire la solution basique, même effet, la solution pure a un pH de 14, et la dilution de cette solution pure produit une solution avec un pH plus faible, autour de 10. Les ions OH-, pardon, on va y arriver. Les ions OH- sont toujours prédominants, mais ils le sont moins du fait de la dilution. La dilution tend donc, autant dans le cas de la solution acide que de la solution basique, à ramener le pH vers 7. Pour terminer, on vous demandait pourquoi est-il important de rincer n'importe quelle partie du corps qui serait aspergée par de l'acide ou par une base, yeux y compris, tout simplement parce que, comme on vient de le voir, une solution basique ou acide est corrosive. D'ailleurs, le pictogramme de sécurité que vous connaissez bien l'indique, donc ça a tendance à ronger un métal, mais aussi à ronger les tissus, la chair, que ce soit la peau ou que ce soit les muqueuses, par exemple des yeux. Donc c'est extrêmement dangereux. Mais nous venons de voir dans les questions 2 et 3 que la dilution
avec de l'eau, de l'acide et de la base a tendance à ramener le pH vers 7. Donc l'idée, en cas d'exposition des yeux ou de la peau à un acide, ça va être de diluer au maximum l'acide ou la base par beaucoup d'apports d'eau. Donc la solution, c'est l'eau. Un acide qui a été dilué, très fortement dilué, c'est un acide qui est neutralisé, c'est-à-dire qu'il n'est plus dangereux. D'accord ? Donc c'est d'ailleurs comme ça qu'on va souvent traiter les acides, c'est en les diluant au point qu'ils ne soient plus dangereux. Évidemment, ce qui est important, ça va être de réagir très vite, parce que pendant tout le temps où la peau, ou les yeux, ou les muqueuses sont exposés à cet acide ou à cette base, l'acide ou la base vont ronger, en fait. Donc, ce qui compte quand on est dans une situation comme celle-ci, c'est de réagir très vite, pour très vite neutraliser l'acide, très vite l'empêcher d'agir en apportant de l'eau et en le diluant. Voilà. Donc c'est très important. Retenez bien que face à un acide ou à une base, la solution première qui doit être très vite mise en œuvre, c'est rincer à l'eau. Voilà. Et dans ces conditions, on peut limiter très fortement la corrosion et donc les dégâts que vont provoquer les acides et les bases. Voilà. Un bilan qui va être très court, puisqu'on va résumer en 5 phrases à tout casser l'ensemble des notions qu'on vient de voir. Donc, le pH identifie le caractère acide ou basique d'une solution. C'est une grandeur sans unité, compris entre 0 et 14. Pour mesurer le pH, on l'a vu, on peut utiliser du papier pH, c'est pas très précis. Ou alors, un pH mètre, qui est une sonde qui permet une mesure plus précise. Voilà. C'est les deux outils qui sont à notre disposition. Lorsqu'on dilue un acide, le pH augmente et se rapproche de 7, mais ne peut pas dépasser 7, puisqu'on le dilue avec une solution, avec de l'eau en fait, et l'eau pure a un pH de 7, donc par définition, vous ne pouvez pas augmenter le pH au-delà de 7 si vous le diluez avec une solution qui a un pH de 7. Et pour la base, lorsqu'on la dilue, son pH va diminuer et va aussi se rapprocher de 7, mais même chose, ne va pas pouvoir passer en dessous de 7. À la suite, grand 2, comment interpréter la transformation chimique qui se produit entre un acide et une base ? On a vu ce qui se passe lorsqu'on mélange un acide avec de l'eau, c'est une dilution, ou une base avec de l'eau, dilution aussi. Maintenant, que se passe-t-il si on prend un acide et qu'on lui met le mélange avec une base ? Eh bien, ça sera l'activité à faire pour la prochaine fois. Elle est jointe dans les documents du cahier de texte. Voilà, bon courage!